Depuis plus d'un demi-siècle, il a façonné la façon dont le monde vit le cinéma. Du suspense palpitant de Les Dents de la Mer aux merveilles de thé du spectacle révolutionnaire de Jurassic Park, à la puissance déchirante de la liste de Schindler, Steven Spielberg, a changé à plusieurs reprises le langage du cinéma. Il n'a pas simplement créé des divertissements à succès. Il l'a redéfini puis a prouvé qu'il pouvait maîtriser des drames profondément humains, avec le même brio, remportant certains des plus grands honneurs que l'industrie cinématographique puisse offrir. Pourtant, derrière tous ces films inoubliables se cache une histoire plus calme que beaucoup de gens ne remarquent jamais. En plus de 50 ans de réalisation et plus de 30 longs métrages, Spielberg n'a cessé de revenir dans le même petit cercle d'interprètes. Il ne s'agissait pas seulement d'acteurs talentueux remplissant des rôles. Ils sont devenus les personnes à qui il a fait confiance pour ses scènes les plus exigeantes sur le plan émotionnel, les collaborateurs qu'il a rappelés encore et encore parce qu'ils comprenaient quelque chose dans sa narration que peu d'autres avaient vraiment compris. Chacun de ces acteurs a gagné une place bien au-delà d'un choix de casting ordinaire. Ils sont devenus des partenaires créatifs, des points d'ancrage émotionnel et dans certains cas, des reflets de Spielberg lui-même. Les raisons pour lesquelles il y revient sans cesse ne sont pas simplement liées au talent ou au succès au box-office. Ce sont des histoires remplies d'humour inattendu, d'un timing incroyable, d'une véritable amitié et de moments de vulnérabilité qui en révèlent autant sur Spielberg que sur les acteurs qui se tiennent devant sa caméra. Naturellement, le voyage commence avec peut-être la collaboration la plus emblématique de toute Harrison Ford. Spielberg a dirigé Ford dans le rôle d'Indiana Jones à 4 reprises, pendant près de 3 décennies, en commençant par Les Aventurières de l'Arche perdue en 1981, et en continuant avec Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal en 2008. Ce partenariat extraordinaire a contribué à créer l'un des héros d'aventure les plus appréciés de l'histoire du cinéma et a fermement établi Ford comme l'un des visages déterminants de la carrière de Spielberg. Mais l'admiration de Spielberg pour Harrison Ford n'a jamais été basée uniquement sur le charisme ou le pouvoir d'une star. Il a été forgé au cours de l'une des productions les plus chaotiques qu'Hollywood ait jamais connues, lorsqu'un désastre inattendu a forcé les deux hommes à se faire totalement confiance à leurs instincts. Ironiquement, le moment qui allait devenir l'une des scènes les plus drôles et les plus célèbres de l'histoire du cinéma n'est pas né d'une planification minutieuse, mais d'une pure nécessité. La production des Aventuriers de l'Arche perdue en Tunisie a été punitive de toutes les manières imaginables. Les températures grimpaient régulièrement bien au-delà de 100 degrés, tandis que la maladie balayait la production à une vitesse alarmante. Plus de 150 membres du casting et de l'équipe ont été frappés par une grave dysenterie après avoir consommé de la nourriture et de l'eau locale. Et Harrison Ford s'est retrouvé parmi ceux qui souffrent le plus. Spielberg, presque obsessionnellement prudent à l'idée de tomber malade, a réussi à éviter l'épidémie grâce à des habitudes qui sont ensuite devenues le sujet de plaisanteries sans fin. Il aurait insisté pour manger de la nourriture importée d'Angleterre, refusé de prendre des risques inutiles, et selon Ford, traiter chaque repas comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Ford se moquera plus tard du fait que Spielberg s'est pratiquement isolé du monde extérieur, plaisantant même en disant que le réalisateur gardait des spaghettis en conserve à proximité et se comportait comme si chaque repas local était une menace biologique. En plein milieu de ces conditions misérables, la production a atteint l'une de ses plus grandes séquences d'action. Le scénario prévoyait un duel élaboré entre Indiana Jones et un épéiste intimidant, un combat soigneusement chorégraphié impliquant des fouettes des épées et des cascades complexes qui auraient nécessité des jours. Dans des circonstances normales, cela promettait d'être l'une des scènes d'action emblématiques du film. Malheureusement, Harrison Ford n'était absolument pas en état de le réaliser. Il pouvait à peine rester debout pendant de longues périodes et devait rester près de sa caravane en raison de sa maladie. Plutôt que de se forcer à travers une séquence physiquement exigeante, Ford a discrètement approché Spielberg avec une suggestion incroyablement simple qui a complètement changé le cours de l'histoire du cinéma. « Et si Indy lui tirait dessus ?» proposa Ford. À la surprise de Ford, Spielberg sourit immédiatement. Le réalisateur avait secrètement pensé exactement la même chose, mais ne l'avait pas encore exprimé à voix haute. À cet instant, les deux hommes ont compris que la solution la plus drôle et la plus mémorable n'était pas d'organiser une bataille élaborée, mais de saper complètement les attentes du public. Le résultat est devenu légendaire. L'épéiste intimidant effectue avec confiance une impressionnante démonstration d'escrime, au milieu d'un marché bondé, s'attendant à un duel dramatique. Au lieu de cela, Indiana Jones le regarde avec un épuisement visible, soupire presque avec dédain.
sort son revolver, tire un coup et s'éloigne avec désinvolture, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Le public a éclaté de rire. Ce qui a commencé comme une solution désespérée à la maladie d'un acteur est devenu l'un des moments les plus cités du cinéma d'aventure, encore célébré plus de 4 décennies plus tard. Il capture parfaitement la personnalité d'Indiana Jones, tout en prouvant que parfois, les plus grands moments cinématographiques naissent de l'acceptation de limites inattendues au lieu de les combattre. Cette seule scène illustre magnifiquement le fondement de la relation entre Spielberg et Ford. Il a été construit sur l'instinct, le respect mutuel et une confiance créative totale. Harrison Ford pouvait suggérer un changement radical de dernière minute sans crainte d'être rejeté parce que Spielberg croyait en son jugement et Spielberg pouvait instantanément reconnaître quand une idée spontanée contenait plus de vérité que le scénario original. Leur relation professionnelle n'a fait que se renforcer avec le temps. Spielberg appréciait tellement Ford que des années plus tard, il le rechercha activement pour un autre rôle déterminant dans sa carrière, dans l'espoir qu'il dirigerait Jurassic Park. Ford a finalement décliné l'opportunité, une décision que de nombreux acteurs auraient pu s'attendre à ce que le réalisateur accepte sans émotion. Au lieu de cela, Spielberg a admis plus tard qu'il était véritablement déçu. Ce n'était pas de la colère ou de la frustration qu'il ressentait, mais un véritable chagrin, car il pensait que Ford possédait quelque chose de presque impossible à remplacer. Chaque fois qu'Harrison Ford apparaissait à l'écran, le public croyait instinctivement qu'il regardait quelqu'un capable d'un courage extraordinaire. Et Spielberg comprenait exactement à quel point cette qualité était rare. Pourtant, l'acteur suivant, qui devint l'un des favoris de Spielberg, représentait presque tout le contraire d'Harrison Ford. Ford incarnait la confiance, l'héroïsme sauvage et l'aventure plus grande que nature. L'interprète suivant a réussi précisément parce qu'il se sentait merveilleusement ordinaire, nerveux, intelligent et profondément humain. À bien des égards, Spielberg a reconnu des morceaux de lui-même chez cet acteur plus que chez n'importe qui d'autre. Bien avant qu'Indiana Jones ne claque un fouet, avant que Spielberg ne devienne le roi incontesté des superproductions hollywoodiennes, il y avait Richard Dreyfuss. Cependant, pour comprendre pleinement ce que Dreyfuss signifiait pour Spielberg, il faut d'abord revisiter l'une des productions les plus difficiles de l'histoire du cinéma, un film dont Spielberg croyait sincèrement qu'il pourrait détruire sa carrière avant qu'elle n'ait vraiment commencé. Lorsque Jaws est entré en production en 1975, presque rien ne s'est déroulé comme prévu. Le requin mécanique, affectueusement surnommé Bruce, en hommage à l'avocat de Spielberg, est devenu le plus grand ennemi du film. Les ingénieurs avaient testé avec succès l'hélice massive en eau douce, mais une fois entré dans l'environnement océanique d'eau salée, la corrosion et les pannes mécaniques constantes la rendaient presque inutile. Richard Dreyfuss rappellera plus tard que le requin semblait définitivement brisé. Les membres de l'équipage passaient jour après jour à crier dans leurs talkies-walkies que le requin mécanique était une nouvelle fois en panne, tandis que tout le monde attendait des réparations qui duraient rarement très longtemps. Chaque retard augmentait la pression sur Spielberg, qui voyait son emploi du temps devenir complètement incontrôlable. La production devait initialement se terminer en 55 jours seulement. Au lieu de cela, le tournage s'est étalé sur une durée étonnante de 159 jours, créant une énorme pression financière et des rumeurs répandues selon lesquelles la carrière de réalisateur de Spielberg était effectivement terminée avant d'avoir réellement commencé. Le jeune cinéaste croyait sincèrement que Hollywood ne lui confierait jamais une autre production majeure. À ses côtés, tout au long de cette épreuve épuisante, se trouvait Richard Dreyfuss, incarnant le biologiste marin infiniment énergique, Matt Hooper. Ironiquement, Dreyfuss avait initialement rejeté le rôle avant de changer soudainement d'avis après avoir vu une autre de ses propres performances et être convaincu que sa carrière d'acteur se dirigeait vers l'échec. Paniqué par cette prise de conscience, il a contacté Spielberg et a désespérément demandé cette opportunité. Spielberg l'a non seulement accueilli à bord, mais a également remodelé une grande partie de la personnalité de Hooper autour de Dreyfuss lui-même. Au fur et à mesure que le tournage progressait traversé d'innombrables revers et frustrations, le réalisateur et l'acteur ont découvert une connexion créative extraordinaire. Ensemble, ils ont enduré l'une des productions les plus difficiles d'Hollywood, émergeant non seulement comme des collègues, mais comme des partenaires artistiques qui se comprenaient profondément.
Ce lien est devenu extrêmement important lorsque Spielberg a commencé à préparer son prochain projet profondément personnel. Rencontre du troisième type. Bien que plusieurs des plus grands noms d'Hollywood aient exprimé leur intérêt pour le rôle principal, Spielberg a continué à revenir à une seule personne. Al Pacino, Dustin Hoffman, Gene Hackman et Jack Nicholson étaient tous considérés comme de sérieuses possibilités. Mais Spielberg n'a jamais pu se débarrasser du sentiment que Richard Dreyfuss avait sa place dans ce rôle. Dreyfuss n'est certainement pas resté silencieux pendant que la décision se déroulait. Il a ouvertement fait campagne pour le rôle rappelant avec humour à Spielberg pourquoi il pensait qu'aucun des autres candidats ne correspondait vraiment au personnage. Chaque fois que l'occasion se présentait, il faisait valoir sa cause avec persévérance, confiance et suffisamment de charme pour que Spielberg admette plus tard que Dreyfuss l'avait pratiquement convaincu lui-même. La raison pour laquelle Spielberg l'a finalement choisi allait bien au-delà de ses capacités d'acteur. Des années plus tard, Spielberg expliqua ouvertement que Roy Neary, le père de famille ordinaire de banlieue émerveillé après avoir été témoin de quelque chose d'impossible, était essentiellement une version de lui-même. En choisissant Richard Dreyfuss, Spielberg avait le sentiment de placer sa propre imagination, sa curiosité et sa fascination enfantine pour l'inconnu directement sur l'écran. Dreyfuss a toujours abordé cette interprétation avec humilité. Il a gentiment rappelé au public qu'il était son propre individu, plutôt que simplement l'alter ego de Spielberg. En même temps, cependant, il a reconnu que leur lien créatif était authentique, admettant qu'il possédait peut-être un sentiment de curiosité enfantine encore plus grand que Spielberg lui-même, ce qui donnait à ses personnages émotionnels un sentiment d'authenticité remarquable. À ce stade, Spielberg avait déjà trouvé 2 acteurs qui représentaient différentes parties de sa propre identité créative. Harrison Ford incarnait une confiance intrépide et un héroïsme instinctif. Richard Dreyfuss reflétait la curiosité, la vulnérabilité et l'imagination sans fin. Un autre acteur finira par laisser une impression si profonde sur Spielberg que le réalisateur a ouvertement admis qu'il s'était senti intimidé simplement en se tenant dans la même pièce que lui. Cet acteur était Daniel Day-Lewis. Lorsque Spielberg a finalement décidé de porter Abraham Lincoln à l'écran dans Lincoln, il pensait qu'il n'y avait qu'un seul interprète capable d'assumer l'énorme responsabilité de incarner l'un des dirigeants les plus influents de l'histoire. Daniel Day-Lewis, déjà considéré comme peut-être l'acteur le plus dévoué et transformateur de sa génération, semblait être le choix évident. Malheureusement, Day-Lewis n'était pas d'accord. Spielberg l'a approché pour la première fois dès 2003 dans l'espoir de le convaincre d'assumer le rôle. La réponse fut un refus immédiat. Day-Lewis trouvait l'idée même de représenter Abraham Lincoln presque impossible à imaginer et pensait qu'il n'était tout simplement pas la bonne personne pour un personnage historique aussi emblématique. Au fil des années, le projet est resté vivant tandis qu'un autre acteur acclamé, Liam Neeson, est resté attaché au rôle. Pendant longtemps, il semblait que Neeson deviendrait finalement Lincoln. Cependant, le développement s'est poursuivi pendant tant d'années que Neeson a finalement atteint une douloureuse prise de conscience. Il pensait qu'il était tout simplement devenu trop vieux. Plutôt que de s'accrocher à cette opportunité, Neeson a fait preuve d'une générosité extraordinaire. Il a personnellement contacté Spielberg et l'a encouragé à poursuivre Daniel Day-Lewis une fois de plus, disant au réalisateur en toute sincérité que Day-Lewis était l'acteur qui avait vraiment sa place dans le rôle. C'était un acte d'humilité remarquable qui a discrètement changé le cours de toute la production. Armé d'un scénario nouvellement affiné qui se concentrait uniquement sur les derniers mois de la présidence de Lincoln plutôt que de tenter de résumer toute sa vie, Spielberg a de nouveau contacté Day-Lewis. Cette fois, quelque chose semblait différent. Le scénario répondait directement aux instincts de l'acteur, et après des années d'hésitation, Day-Lewis a finalement accepté. Il a accepté le rôle à une condition importante. Il a demandé une année entière pour se préparer avant le début du tournage, déterminé à comprendre Lincoln si complètement qu'il disparaîtrait dans le personnage bien avant que les caméras ne commencent à tourner. Ce niveau d'engagement reflétait parfaitement pourquoi Spielberg l'admirait si profondément, car pour les 2 hommes, la grandeur ne s'obtenait jamais par des raccourcis. Il a été gagné grâce à de la patience, une préparation acharnée et un dévouement inébranlable à dire la vérité à l'écran. Ce qu'il a fait cette année-là est devenu une légende. Il a lu plus d'100 de livres sur Lincoln.
Il a construit la voix du président à partir de zéro, choisissant un ton plus aigu et plus doux basé sur des descriptions historiques plutôt que la voix retentissante que tout le monde pensait avoir chez Lincoln. Et quand il fut prêt, il enregistra cette voix et l'envoya à Spielberg sur une cassette réservée aux yeux du réalisateur avec une petite tête de mort dessinée dessus. Spielberg a déclaré que lorsqu'il avait appuyé sur play, il n'avait pas entendu d'acteur faire une voix. Il avait l'impression qu'Abraham Lincoln lui parlait directement. Sur le plateau, c'est allé encore plus loin. Day-Lewis n'a jamais brisé son caractère. L'ensemble des acteurs et de l'équipe, y compris Spielberg, s'adressait à lui, à tout moment, en l'appelant « Monsieur le Président ». Il a été demandé aux acteurs anglais du casting de ne pas utiliser leur accent naturel en présence de lui, afin que le charme ne soit pas rompu. La co-star Sally Field, qui jouait Mary Todd Lincoln, a révélé que Day-Lewis lui enverrait même des SMS avec la voix et le langage de Lincoln entre les scènes. Et puis, il y a le moment qui a brisé Spielberg. Et il y a une scène où Lincoln prononce un discours passionné devant son cabinet, expliquant pourquoi l'amendement visant à mettre fin à l'esclavage doit être adopté maintenant. Day-Lewis l'a interprété sur de longues prises ininterrompues, et Spielberg a déclaré qu'à ce jour, il ne s'en était jamais remis. Il était tellement bouleversé, tellement humilié de voir cela se produire devant lui, qu'il a dû se lever et quitter le plateau. Et voici la partie qui vous dit tout. Day-Lewis, toujours parfaitement dans le personnage de Lincoln, se leva, vint chercher le réalisateur, le trouva dans une autre pièce, s'assit à côté de lui et passa ses bras autour de lui pour le réconforter. Pensez-y, l'acteur console le réalisateur le plus puissant du monde sans jamais quitter son rôle. Day-Lewis a remporté son 3e Oscar du meilleur acteur pour cette performance, et Spielberg est reparti changé. Mais malgré toutes ces collaborations uniques, il y a un acteur auquel Spielberg s'est tourné plus que tout autre. Son véritable partenaire à travers les décennies, le partenaire de votre vie. Si Spielberg a une âme sœur créative à l'ère moderne, c'est bien Tom Hanks. Tous deux ont réalisé 5 films ensemble. Il faut sauver le soldat Ryan. Arrête-moi si tu peux, The Terminal Bridge of Spies et The Post. Et en plus de cela, ils ont produit toute une série de guerre, acclamées notamment Band of Brothers de Pacific et Masters of the Air. Personne dans la carrière de Spielberg n'a été aussi présent, et cela n'a presque pas eu lieu parce que Hanks en avait peur. Avant de sauver le soldat, Ryan Hanks était en fait réticent à travailler avec Spielberg, car il avait vu des amitiés détruites par de mauvaises expériences cinématographiques, et il ne voulait pas risquer de gâcher quelque chose de bien. Il l'a quand même fait, et le tournage de « Il faut sauver le soldat ». Ryan a produit l'une des meilleures histoires en coulisses d'Hollywood. Spielberg voulait que ses acteurs se sentent comme de vrais soldats, c'est pourquoi il a soumis les acteurs principaux à un camp d'entraînement d'1 semaine véritablement brutal dans la campagne anglaise dirigée par un ancien marine dur à cuire nommé Dale Dye. Pluie verglaçante, presque pas de sommeil, sac lourd, misère constante, et les acteurs n'étaient même pas autorisés à utiliser leur vrai nom. Un numéro leur a été attribué chacun. Hanks, la plus grande star là-bas, était tout simplement numéro 1. Environ 3 jours plus tard, le casting en avait assez. Froids, épuisés et poussés à bout, ils ont voté. Ils allaient démissionner et quitter le camp, et chacun d'entre eux a voté en faveur du départ, sauf un Tom Hanks. Il était le seul à résister. Il a regardé ces jeunes acteurs, dont certains étaient de véritables stars à part entière, et les a discrètement convaincus de rester, de continuer, car cela rendrait le film réel. L'un d'eux, Vin Diesel, s'est ensuite émerveillé devant cette énorme star de cinéma qui n'avait pas du tout besoin d'être là, votant pour en souffrir. Ce moment a lié les acteurs pour la vie, et c'est exactement le genre de leadership que Spielberg chérit en lui. Lorsque Spielberg explique pourquoi Hanks compte tant, il cherche le plus grand compliment auquel il puisse penser. Il le compare à James Stewart, la star bien-aimée du Hollywood classique. Spielberg a dit un jour que s'il avait réalisé « Il faut sauver le soldat », Ryan en 1950, et le seul acteur qu'il aurait voulu pour le rôle principal était Jimmy Stewart. Et des années plus tard, rendant hommage à Hanks lors d'une importante cérémonie de remise de prix, Spielberg a déclaré que le plus grand cadeau de son ami était de nous donner à tous l'espoir d'un monde où les gens ordinaires auraient encore une voix. C'est le partenariat qui sera au cœur de la carrière ultérieure de Spielberg. Mais l'acteur suivant n'a fait qu'un seul film avec lui et a pourtant laissé une impression durable, le jeune escroc qui l'a conquis.
En 2002, Spielberg a réalisé « Arrête-moi si tu peux » de l'histoire vraie de Frank Abagnale, un adolescent escroc qui a fait semblant de devenir pilote de ligne médecin et avocat, tout en encaissant des millions de faux chèques. Pour le jouer, Spielberg a choisi Leonardo DiCaprio, qui à l'époque était encore surtout connu comme l'idole de Titanic. C'est le seul film qu'ils ont jamais réalisé ensemble, ce qui est étrange quand on considère à quel point tout s'est bien passé. Le tournage a été notoirement rapide et joyeux. Ils ont tourné dans 147 lieux différents en seulement 52 jours, ce qui est un rythme éprouvant, et DiCaprio a déclaré que les scènes sur lesquelles il s'attendait à passer 3 jours ont été tournées en un seul après-midi. Il y avait de l'électricité. Ce qui est intéressant, c'est à quel point la vision de Spielberg sur DiCaprio a complètement changé une fois qu'il a réellement travaillé avec lui. Spielberg a admis que, comme beaucoup de gens, il avait cru à la version tabloïd de Léo, l'image du fêtard qui le suivait partout après Titanic. Mais une fois le film tourné, Spielberg a fait la connaissance de sa famille, de ses parents et de sa grand-mère et a réalisé que DiCaprio était un homme de famille profondément ancré, rien à voir avec les gros titres. Il se sentait presque coupable d'avoir cru au ragot et Spielberg comprit exactement pourquoi DiCaprio était parfait pour un escroc. Il a parlé de l'intelligence rusée dans les yeux de l'acteur, de cette qualité aiguë et vigilante qui faisait croire qu'il pouvait se frayer un chemin dans ou hors de n'importe quoi. DiCaprio, pour sa part, a renversé la situation dans les interviews plaisantant en disant que Spielberg était le véritable escroc car le réalisateur s'est frayé un chemin dans un studio hollywoodien lorsqu'il était jeune et y a essentiellement ouvert un bureau avant que quiconque ne l'engage. Il y a même eu de véritables échanges créatifs entre eux. DiCaprio a déclaré qu'il y avait une scène qu'il aimait tellement qu'il avait personnellement appelé Spielberg et l'avait supplié de la garder dans le film, et Spielberg l'avait écoutée et gardée. Les deux hommes ont flirté avec l'idée de se réunir au fil des ans, notamment en parlant d'un film sur le président Ulysses S. Grant, même si cela n'a jamais vraiment eu lieu. Mais Spielberg n'a jamais cessé de le féliciter. Interrogé récemment sur ses propres films, DiCaprio s'est même vu demander quel était son film de Spielberg préféré. Et sa réponse a été simple, Les Dents de la Mer. Passons maintenant au dernier acteur et celui-ci ne concerne pas du tout une grande performance. Il s'agit d'amitié et c'est l'histoire la plus émouvante de toute cette liste. L'ami qui a appelé juste pour le faire rire. Robin Williams n'a fait que quelque chose avec Spielberg. Il a joué le rôle de Peter Pan adulte dans Hook en 1991 et il a prêté sa voix au film AI des années plus tard. Sur le papier, c'est une mince collaboration par rapport aux autres sur cette liste, mais Robin Williams gagne sa place ici pour quelque chose qui n'a rien à voir avec un appareil photo. En 1993, Spielberg était en Pologne pour réaliser La Liste de Schindler. C'était le film le plus dur de sa vie, un tournage dévastateur et poignant sur l'Holocauste, tourné dans le pays même où ces atrocités se sont produites. Spielberg portait chaque jour un poids émotionnel énorme, entouré du matériel le plus sombre imaginable, loin de chez lui, sombrant sous le poids de tout cela. Et Robin Williams le savait. Ainsi, selon un horaire régulier, Williams décrochait le téléphone et l'appelait pas pour parler affaires ni pour vérifier le film. Il appelait et se lançait dans environ 15 minutes de pure comédie stand-up non scénarisée tout au long de la ligne, jouant de tout son cœur devant un public composé d'un seul. Spielberg a déclaré qu'il rirait de façon hystérique parce qu'il avait désespérément besoin de relâcher toute cette pression, tout ce chagrin qu'il absorbait. Et voici le détail qui le rend parfait. Robin Williams n'a jamais dit au revoir à la fin de ses appels. Il faisait le plus grand rire possible de Spielberg, puis juste à ce sommet, il raccrochait, lâchait le micro et disparaissait, laissant son ami rire dans le noir en Pologne. Un cadeau qui ne demande rien en retour. Voilà qui était Robin Williams. Et quand il est décédé en 2014, la perte a durement frappé Spielberg. Il a décrit son ami comme une sorte d'orage de génie comique et a déclaré que leur rire partagé avait été le tonnerre qui a permis à Williams de continuer. Il l'a appelé un ami et a admis qu'il ne pouvait tout simplement pas croire qu'il était parti. Une chose rapide qui mérite d'être éclaircie, car vous verrez que cela est faux partout sur Internet. Ces appels téléphoniques ont eu lieu pendant La Liste de Schindler, pas pendant Hook. Et Spielberg n'a arrêté aucun film pour pleurer Williams. La vérité est plus simple et meilleure. Un comédien qui comprenait la douleur mieux que quiconque
a utilisé son don pour accompagner un ami dans l'œuvre la plus sombre de sa carrière. Aucune performance requise. Alors regardez ces 6 hommes ensemble. L'aventurier Harrison Ford, l'homme ordinaire Richard Dreyfuss, le fantôme devenu président Daniel Day-Lewis, le partenaire de toujours Tom Hanks, le jeune escroc Leonardo DiCaprio et l'ami Robin Williams. En apparence, ils ne pourraient pas être plus différents. Mais il y a un fil conducteur qui traverse chacune de ces relations et il vous dit quelque chose de réel sur le fonctionnement de Steven Spielberg. Il n'engage pas seulement des acteurs, il construit la confiance avec eux. Il laisse Ford réécrire une scène sur place. Il présente Dreyfuss comme une version de lui-même. Il libère la pièce et cède le contrôle à Day-Lewis. Il suit Hanks dans un camp d'entraînement misérable et une 12aine d'années de film. Il rejette ses hypothèses sur DiCaprio et trouve la vraie personne en dessous. Et il laisse Robin Williams raccrocher au nez en riant au milieu du tournage le plus triste de sa vie. Le plus grand réalisateur de son époque, l'homme qui détient tout le pouvoir dans la pièce, est à son meilleur lorsqu'il remet une part de ce pouvoir à quelqu'un en qui il croit. C'est le secret. Spielberg n'a jamais nommé ces 6 personnes dans une liste officielle, mais il n'était pas obligé de le faire. Il les a nommés avec 30 ans d'appels téléphoniques, de secondes chances et de films que nous n'oublierons jamais. 6 acteurs, 5 décennies et un réalisateur qui savait que la vraie magie n'était jamais seulement la sienne. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il a trouvé la bonne personne avec qui partager le cadre. C'est pourquoi ces 6 personnes sont restées avec lui et pourquoi leurs histoires sont toujours aussi marquantes toutes ces années plus tard. Si vous avez aimé ceci, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous et assurez-vous de regarder nos autres vidéos.